Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On embarque de l'autre côté de l'Atlantique ce soir. Covid oblige, ce sera un voyage virtuel, mais vous reconnaîtrez vite notre lieu de destination à l'accent chantant de notre invité. Lynn Beauchesne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa et vous travaillez depuis de nombreuses années sur les politiques en matière de drogue. En 1992 déjà, vous marquiez les esprits avec votre livre « La légalisation des drogues pour mieux en prévenir les abus », un livre qui pointait l'échec de la prohibition des drogues et qui plaidait déjà pour la légalisation. Et avec vous, Lynn Beauchesne, nous allons revenir aujourd'hui sur la légalisation du cannabis au Canada, qui a donc été mise en place depuis 2 ans maintenant. Nous allons voir comment ça s'est organisé concrètement, avec quels impacts, quelles leçons nous pouvons en tirer, nous, ici en Belgique. Et puisque vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé « La légalisation du cannabis au Canada entre commercialisation et prohibition 2.0 ». Tout un programme. Et alors on entendra aussi dans l'émission une autre voix venue du Québec, c'est Serge Brochu. Il est professeur émérite à l'Université de Montréal et ancien directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois au Luxembourg où il venait conseiller les acteurs qui travaillaient à la légalisation du cannabis dans le pays. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors, Lynn Beauchesne, il y a donc 2 ans, le 17 octobre 2018, le cannabis devenait légal au Canada et les personnes opposées à la légalisation avaient parlé d'un jour noir pour le pays. Elles expliquaient que la légalisation allait amener des risques horribles pour la santé publique et la sécurité des Canadiens. 2 ans plus tard, comment ça se passe? Est-ce que ces risques horribles dont il parlait se sont concrétisés? Non, pas vraiment. En fait, il y a 2 billets qui étaient créés dès le départ et qui ont causé beaucoup d'émotions et qui ont biaisé beaucoup les débats. Le premier, c'est l'appellation, la fausse appellation, en fait, cannabis récréatif et cannabis médical, qui a empêché de voir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que il n'existe pas de cannabis médical et de cannabis récréatif, il existe du cannabis. Et il peut être utilisé pour différentes motivations. Et on ne dit pas l'alcool récréatif, on dit l'alcool. Et on l'utilise pour différentes motivations. Mais pourquoi j'insiste sur le biais que ça produit dans les débats, c'est que on avait, depuis 2001, le cannabis autorisé à des fins médicales au Canada et ça causait pas de problème, c'était comme acquis. Et là, le cannabis récréatif, cette appellation, projetait l'image de jeunes fumeurs qui allaient tout à coup pulluler et faire une image désastreuse pour les jeunes et corrompre la jeunesse, si on veut. Mais finalement, ce qu'on réalisait pas, d'une part, c'était que ça l'empêchait de voir 2 choses. La première, c'est que les jeunes étaient déjà là, mais d'autres aussi. En fait, les 2 tiers des consommateurs ont en haut de 25 ans, avant même la légalisation. Et ça allait pas faire arriver des consommateurs, ça allait faire apparaître des consommateurs, ce qui n'est pas la même chose. Oui, ça les rend visibles, en fait. Oui, mais ils étaient déjà là. Les gens prennent du cannabis pour toutes sortes de motivations, pour dormir, se donner l'appétit, diminuer la douleur, se détendre. Et en fait, on est en train de constater à l'heure actuelle qu'une des grandes clientèles qui a le plus augmenté dans sa consommation, c'est les 50 ans et plus, parce que ils en prennent justement pour les motivations que je viens de mentionner. Et que finalement, il y a le gros des consommateurs ne se situe pas chez les jeunes, même si les jeunes sont les plus visibles, parce que la clientèle visée par l'industrie est une clientèle qui a des sous. Et la clientèle qui a des sous, c'est beaucoup plus les gens qui sont déjà sur le marché du travail. Et donc, ces gens-là arrivent sur le marché. Et ça, c'était le premier billet dans les débats. On n'a pas vu qu'il y avait une industrie qui se préparait à une panoplie de produits destinés à toute une série de besoins différents selon les couches d'âge et selon
Parce qu'une industrie en plus qui était prête depuis longtemps, puisqu'elle s'occupait déjà de faire du cannabis thérapeutique et finalement elle était déjà prête une fois que le cannabis dit récréatif a été autorisé. Évidemment, elle était déjà prête. Elle ne faisait pas du cannabis thérapeutique, elle faisait du cannabis. Des différents produits de cannabis. Ensuite, des médecins autorisaient leur usage à des fins thérapeutiques, mais c'est en grande partie, les mêmes produits qui étaient déjà sur le marché autorisé à des fins thérapeutiques qui sont arrivés sur le marché en vente libre. Donc, ces produits-là, qui pour plusieurs sont assez chers, et c'est pour ça que ça commence, si on veut. Et pourquoi ils sont chers? C'est que les compagnies ne savent pas encore quels sont les produits qui vont être préférés par les différentes clientèles. Et donc, avant que les prix baissent en fonction de la production en volume des produits les plus populaires, ben ça demeure encore des prix assez élevés, ce qui maintient le marché illégal pour le moment, surtout pour le cannabis fumé. Mais là, ils ont commencé à baisser les prix du cannabis fumé. Et là, en plus avec la COVID, les gens vont davantage s'approvisionner dans les différentes succursales qui vendent du cannabis. Mais du coup, je vous propose d'écouter Serge Brochu, parce que quand vous parliez de cette part du marché légal, marché illégal, lui il nous disait il y a quelques mois que le marché légal représentait 20% maintenant de l'ensemble de la consommation de cannabis, donc ça restait encore assez faible. Et il nous expliquait ce qui était pour lui les résistances principales aujourd'hui. On l'écoute et vous réagirez juste après. Ce n'est seulement à partir de 21 ans que nous avons accès au cannabis légal. Mais nous savons qu'environ le tiers des 15 à 21 ans consomment du cannabis. Donc, ces 15 à 21 ans doivent toujours avoir recours au marché illégal pour satisfaire leur consommation, ce qui fait qu'ils vont continuer à nourrir ce marché illégal. Donc, on ne peut pas penser qu'à court terme, on ait vraiment le monopole sur le marché du cannabis. Il faut aussi savoir que plusieurs usagers réguliers ont développé de très bons liens, de très bons rapports avec leurs revendeurs qui leur donnent un bon service et avec lequel ils ne veulent pas entrer en rupture. Surtout que si vous commandez par Internet le cannabis, vous allez le recevoir dans 1 à 3 jours ouvrables. Alors que si vous commandez chez votre vendeur, probablement que vous allez l'avoir dans 1 ou 3 heures. Si vous êtes malchanceux, 3 heures. Donc, vous allez avoir un service beaucoup plus rapide, beaucoup plus personnalisé aussi. Ce qui fait que il est, à mon avis, ça va prendre au moins une dizaine d'années avant de ravir beaucoup de parts de marché du marché illicite. Lynn Beauchesne, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tant que finalement ce sera interdit, au Québec en tout cas c'est interdit en dessous de 21 ans, on ne peut pas espérer que le marché illicite se retire vraiment. Et le marché illicite, selon les provinces, c'est 18-19 et le Québec est la seule province avec 21 ans parce qu'il est arrivé au pouvoir, c'était 18 ans au départ, mais est arrivé au pouvoir un gouvernement qui était hostile à la légalisation. Et donc, il a, au nom de la protection des jeunes, il a remonté ça à 21 ans. Et ça, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. On refuse de reconnaître que ces jeunes consommateurs sont déjà là. Et que, donc, il ne s'agit pas d'ouvrir la porte aux moins de 21 ans. Il s'agit de savoir si de permettre à 18 ans facilite la prévention et facilite une meilleure gestion et la santé publique pour cette catégorie d'âge. Et s'il y a des problèmes, facilite les dialogues pour leur donner du soutien. Alors, Serge a parfaitement raison dans le sens que à l'heure actuelle, en mettant ça à 21 ans, cette clientèle, il y a toute cette clientèle-là qui continue à s'approvisionner sur le marché illégal. Il y a également le fait que la COVID, à l'heure actuelle, et on n'a pas de données, mais on est supposé en avoir dans les mois à venir. Apparemment, la COVID aurait fait en sorte qu'il y a quand même, dans les 21-25 ans, qui allait peu dans ces succursales pour les raisons que Serge a mentionnées,
plusieurs sont allés dans les succursales voir les produits, surtout que depuis janvier, les prix sont compétitifs avec le marché illégal pour ce qui est de l'herbe fumée. Alors, j'ai hâte de voir les données, voir si ces gens se disent, il y a plus de variété ici, parce que c'est la variété qui fait surtout l'attirance par rapport. Vous pouvez avoir votre fournisseur de vin, par exemple, je fais un parallèle. Par exemple, vous buvez du vin et vous avez quelqu'un qui vous amène tout le temps la même sorte de vin. Ça peut être intéressant, vous avez un bon prix. Il rouvre des succursales qui vendent du vin, mais bien cher et qui ont un délai pour l'amener chez vous quand c'est en ligne. S'il n'y a pas de succursale sur le terrain qui est tout près, vous pouvez aller l'acheter. Mais quand vous allez dans une succursale et que vous développez votre palais, que vous apercevez qu'il y a une panoplie de produits, vous pouvez peut-être y prendre goût. Et c'est ça qu'on ne sait pas encore. C'est-à-dire les gens qui sont allés en succursale ont-ils découvert, à un moment donné, une capacité de choix? Et l'autre raison qui fait qu'on ne le sait pas encore, c'est que la COVID a beaucoup freiné l'implantation de succursales sur le terrain, ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Je ne sais pas où on est rendu en nombre, peut-être une vingtaine, mais quand il y en aura 150, quand il y en aura 200, quand il y en aura toujours une près de chez vous, est-ce que ça va créer des changements importants? Et donc, je suis d'accord avec Serge que c'est vraiment au fur et à mesure que les gens vont fréquenter ces lieux et peut-être découvrir une panoplie de produits, un choix, et que les prix vont avoir baissé, que là, petit à petit, certaines personnes qui n'allaient pas sur ce marché légal, qui avaient déjà leur connexion sur le marché illégal, vont changer de marché. Mais je pense que l'autre phénomène qui va arriver, et que ça aussi va prendre, je pense que 10 ans, et l'évaluation de Serge est bonne aussi, c'est que à l'heure actuelle, on a beau dire le cannabis est légal, beaucoup de gens à leur travail ou dans leur voisinage ou même dans leur famille ne disaient pas qu'ils consommaient. Donc, beaucoup de gens sont très méfiants de payer par carte de crédit en ligne parce que c'est le seul mode de paiement et que ce soit sur leur carte de crédit qu'ils font des achats de cannabis et qu'on se méfie de la circulation des données et de l'impact que ça pourrait avoir à leur travail. Ou encore, hésitent à se rendre ouvertement en succursale et qu'on te voit dans la ligne d'attente ou attendre avec les clients et que là, on dise « Ah, un tel consomme, on ne savait pas. » Alors, c'est pas parce que c'est légal que du jour au lendemain, plusieurs personnes sont prêtes à afficher au travail avec leurs amis ou en famille leur consommation de manière ouverte. Alors, ça aussi... Oui. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des freins. On sait que les freins à la légalisation du cannabis sont aussi des freins moraux. Et donc, vous avez l'impression que ces réticences morales, finalement, elles n'ont pas disparu avec la légalisation? Non, elles n'ont pas disparu. Elles vont prendre... Bon, petit à petit, on va se rendre compte que, bon, ma tante Thérèse consomme du cannabis et puis que le cousin Fred aussi. Et puis, bon, et petit à petit, on va voir que, ah bon, et puis ils travaillent et puis ils vont à l'école, ils vont, je sais pas. Mais ça va pas se faire dans un claquement de doigts. Ça va se faire petit à petit où les gens vont ouvertement... consommer dans leur cour arrière ou avec des amis mais je suis pas certain que là, du jour au lendemain, les gens dans un quartier petit bourgeois, je veux dire, vont aller dans leur cour arrière ouvertement consommer particulièrement la fumée parce qu'elle sent. Les autres produits ont l'avantage de ne pas avoir d'odeur mais particulièrement l'herbe fumée. Et donc, de ce côté-là, ça aussi fait que ça va prendre un certain nombre d'années avant que ce soit un geste naturel, ouvert, et qu'on n'en craigne pas les conséquences sur sa réputation au travail ou au social ou avec la famille. Mais je vous propose du coup de réentendre peut-être une deuxième fois Serge Brochu qui nous parle justement de cette dédiabolisation qui est un peu en cours mais qui est très lente.
Je pense que c'est un pas important qui a été fait, mais de là à penser qu'il y a une normalisation des rapports, je ne dirais qu'on n'est pas encore arrivé à cette étape, malheureusement. Les gens ont beaucoup peur de la banalisation et ont tendance à associer comme synonyme la normalisation des rapports, la banalisation des rapports, alors qu'à mon avis, c'est très différent. Il faut normaliser nos rapports avec les consommateurs de cannabis, tout comme on le fait avec les consommateurs d'alcool, mais sans banaliser le fait qu'effectivement, comme l'alcool, et en fait, l'alcool a plus d'effets délétères que le cannabis dans bien des cas. Mais il y a je le répète, il y a des effets néfastes, des problèmes qui pourraient s'ensuivre avec la consommation de cannabis. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que c'est l'un des axes vraiment de votre livre. C'est que vous essayez de démonter finalement ce lien entre drogue et crime. Finalement, vous estimez que trop d'études confondent causalité et corrélation entre la consommation de drogue, la délinquance, la consommation de drogue et la consommation de drogue problématique. Vous estimez qu'il y a trop de confusion à ce niveau-là? Oui, c'est bon de le souligner. C'est que ces confusions dont on parlait et cette moralisation qui a justifié la prohibition fait en sorte que ça éprègne non seulement le discours populaire, mais également les études. Par exemple, on lit encore, c'est effrayant, le nombre de consommateurs aurait augmenté ou le nombre d'achats à la succursale aurait augmenté. Et moi, je réponds toujours la même chose. Est-ce que le nombre de problèmes a augmenté? Parce que moi, si les personnes de 50 ans et plus, il y a davantage de consommateurs ou de gens qui ont recommencé à consommer, mais qui gèrent leur consommation, que ça ne grève pas leur budget, que ça ne grève pas leur mode de vie, que c'est intégré. C'est pas. Alors donc, mais de faire équivaloir l'augmentation de la consommation ou l'augmentation du nombre de consommateurs avec augmentation de problèmes, pour moi, c'est moral. Il faut, pour l'alcool, on distingue les usages modérés, les usages à risque et les usages à grand risque. Et on doit faire la même chose avec le cannabis, c'est-à-dire que on a des usages qui sont gérés, des usages qui sont à risque et des usages qui sont à grand risque. Mais on a encore beaucoup de difficultés, comme le soulignait Serge, à parler d'usage bien géré de cannabis. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait une teinte morale, je veux dire, l'objectif devant être que personne n'en consomme. Et c'est encore comme ça dans l'esprit de certains chercheurs en santé publique et d'un certain discours politique. C'est-à-dire, c'est légal, mais l'objectif, c'est pour mieux amener les gens à ne plus en consommer. C'est pour ça que je parlais de prohibition 2.0. Et un exemple de ça, dans 3 provinces, dont le Québec, on ne peut à peu près consommer du cannabis fumé ou vapoté dans aucun lieu public. Et parce qu'on dit que c'est un mauvais exemple pour les enfants. Et là, j'entends un peu le discours des années 50 à l'égard de la sexualité, où on faisait semblant qu'avant le mariage, il s'était rien passé, puis là, tout d'un coup, on devait faire un grand discours la veille du mariage pour dire comment ça se passait quand il s'était passé bien des choses, mais c'était une façon de nier qu'il se passait des choses avant. Et on parlait pas de sexe. Comme ça évitait de parler de sexualité. Mais je trouve qu'on est un peu dans la même situation. On va empêcher les gens de consommer dans tous les lieux publics à peu près du cannabis fumé. On va faire semblant que ça n'existe pas mais ça, c'est un univers prohibitif. Plutôt que d'en parler ouvertement comme d'un produit qui maintenant existe et qui a des côtés positifs, des côtés négatifs et qu'il faut apprendre à gérer si on décide d'en consommer en connaissant les risques que ça représente.
Mais alors, effectivement, et alors je vais juste redonner une dernière fois la parole à Serge Brochu là-dessus, parce que lui estimait effectivement qu'il fallait mieux informer la population, qu'on n'avait peut-être pas assez fait cet effort d'information auprès de la population, et que du coup, il y avait une nouvelle forme. Alors lui appelle ça le néo-prohibitionnisme. Vous êtes plutôt dans le prohibitionnisme 2.0, mais je pense que l'idée est plus ou moins la même. On l'écoute. Il n'y a jamais eu plus de 40 des Canadiens, dépendamment des provinces, mais jamais eu plus de 40 des Canadiens qui étaient en faveur de la légalisation du cannabis, ce qui fait que les Canadiens, les Canadiennes, certains, craignaient des incivilités, craignaient des intoxications au travail, craignaient la conduite automobile sous intoxication, etc. Ce qui fait qu'il y a eu comme un mouvement néo-prohibitionnisme qui s'est formé, et beaucoup, au niveau des citoyens, allaient au niveau de leur municipalité en disant, bon, ben, il faut faire quelque chose. Et le faire quelque chose, c'était d'interdire sur les lieux publics. Donc, il y a eu beaucoup d'interdictions sur les lieux publics, dans les parcs, dans les rues. Les propriétaires pouvaient ajouter une clause dans les baux qui interdisait la consommation de cannabis dans un loyer qui était payé. Les associations de propriétaires de condos ont parfois ajouté dans les contrats qui les lient l'interdiction de consommer du cannabis. Ce qui fait qu'on peut se procurer du cannabis légalement, mais ne pas avoir d'endroit pour le consommer lorsqu'on ne peut pas le consommer chez soi, parce que le bail l'interdit, et on ne peut pas le consommer dans les parcs, on ne peut pas le consommer sur la rue. Donc, il y a ce néo-prohibitionnisme qui est apparu, probablement parce que nous n'avons pas suffisamment informé ou convaincu l'ensemble des Canadiens, l'ensemble des Canadiennes de l'importance de légiférer et du fait qu'on ne légifère pas pour promouvoir une consommation, mais parce que la prohibition actuelle, avec le contrôle pénal, n'est pas un contrôle adéquat au niveau de la consommation, de l'usage de cannabis. Alors, au vu de tout ce qu'on a dit précédemment et à l'aune vraiment de cette expérience que vous vivez, vous, au Canada, si demain, ici en Belgique, on voulait légaliser le cannabis, quel conseil vous donneriez aux politiques, aux associations de terrain? Le premier conseil que je donnerais, et ça va exactement dans le sens de ce que vient de dire Serge, c'est que effectivement, dans ce débat sur la légalisation, et même encore, je trouve, à l'heure actuelle, il n'y a pas il y a pas suffisamment de travail qui a été fait vis-à-vis de la population en général pour l'informer sur les produits, pour l'informer sur leurs effets, pour en parler de façon ouverte. Je pense, par exemple, quand on va dans une succursale qui vend du cannabis, on a des pamphlets, on a de l'excellente information, on peut poser des questions, mais là, ça veut dire qu'on est rendu dans le magasin. Et là, ça, ils ont fait un bon travail, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre le temps qu'il faut pour t'informer sur les différents produits, mais plus que ça, sur la prévention, sur les risques. Alors, dans les succursales, il y a vraiment un bon travail. Mais quand tu écoutes le discours de ces personnes-là dans les magasins, tu te dis, mais les gens, en général, ils devraient entendre ces discours-là, ils devraient apprivoiser ces discours-là. Et ça, effectivement, il y a un gros travail qui doit être fait et qui est encore à faire, à mon avis, que ce soit dans les écoles, mais aux parents, à la population en général, et ça, ne pas le négliger. Et d'ailleurs, même les États américains disent, entre le moment où on adopte la loi et le moment où elle entre en vigueur, on se rend de plus en plus compte qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de mois qui soient consacrés entièrement à dire il y a une loi qui s'en vient sur ces produits et informer la population. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Et le deuxième que je dirais, s'il vous plaît, abandonnez les appellations cannabis médical et cannabis récréatif. Il y a du cannabis et si on veut parler
des clientèles qui vont en consommer, des motivations pour en consommer et de la place à risque ou non que ça peut prendre dans la vie des personnes. Il faut parler du cannabis, point, de ses différentes formes. Mais d'ailleurs, quand le Canada a légalisé le cannabis, on avait tendance à présenter son modèle un peu entre un intermédiaire entre le modèle uruguayen où finalement l'État régit tout et le modèle plutôt californien où c'est très commercial et très, très business. Et on avait le sentiment que le Canada se situait un petit peu entre les deux. Or, aujourd'hui, on voit quand même que le système a favorisé les grandes entreprises de production au détriment des petits producteurs. Alors, je dirais qu'il se situe entre les deux, effectivement, et c'est une question importante que vous soulevez. Pourquoi? C'est lorsque l'industrie s'est installée en 2014, et j'ai pas le temps d'essayer d'expliquer pourquoi l'industrie s'est installée en 2014, mais lorsqu'on a donné à l'industrie privée le travail de préparer les produits sous différentes formes pour consommation à des fins thérapeutiques. Le Canada a appris des États-Unis et a mis des règles très serrées dès 2014 sur le contenu des produits, la qualité, la concentration, l'étiquetage, sur la traçabilité des produits. Et donc, dès le départ, on a mis des contrôles et on les a même resserrés de façon adéquate. Et en ce sens-là, on a appris des États-Unis. On n'a pas eu le problème américain où l'industrie faisait n'importe quoi au départ et ça a été beaucoup plus difficile de reprendre le contrôle ou un certain contrôle par la suite. Et où chaque État a ses réglementations et où c'est assez cacophonique sur certains aspects. Alors ici, on a eu l'avantage, effectivement, d'encadrer dès le départ l'industrie d'un océan à l'autre, c'est-à-dire que c'est pareil dans tout le Canada. Ce sont des règles fédérales. Mais ça l'a eu, et ça m'amène à votre deuxième point que vous avez soulevé, ça l'a eu le désavantage suivant, et est-ce qu'à long terme ça va être modifié, on verra, mais les petits producteurs ne peuvent pas répondre à ces critères de qualité, de contrôle, de traçabilité. Les petits producteurs peuvent vendre aux transformateurs qui vont s'occuper de la transformation des produits ou de l'étiquetage, mais c'est un étiquetage unique. Je vais donner un exemple qui va avoir l'air un petit peu boiteux, là, mais c'est juste pour faire mon point. Si vous faites des brioches au cannabis, par exemple, ben si je les fais maison, mes brioches au cannabis, il n'y aura pas la même quantité de cannabis dans chacune des brioches. Je ne peux pas faire un étiquetage très précis sur leur contenu. Tandis que lorsque c'est fait par la grande industrie, il y a exactement la même quantité de cannabis dans chaque brioche. Il y a une date de péremption, il y a tout ce dont on s'attend à des produits qui parfois sont périssables, parfois il faut les mettre au frais ou peu importe. Alors c'est beaucoup plus à ce niveau-là, et on n'a pas résolu ça encore, et j'ai pas une bonne réponse à vous donner, mais répondre aux critères de contrôle et de qualité qui permettent aux gens, par un étiquetage adéquat, de dire j'ai en face de moi un produit qui contient telle quantité de CBD, telle quantité de THC, qui est pris dans telle souche et qui aura plutôt tel effet que tel autre, ou l'effet arrivera dans 1 heure ou dans 2 heures. Tout ça est écrit sur l'étiquette et permet d'apprendre à gérer les produits. Ben, le petit producteur n'a pas les moyens d'entrer dans les contrôles exigés par ce marché qui demande beaucoup d'argent au départ. Il y a le côté positif du contrôle, de la qualité du produit qui est très important et on voit que c'est quand même un des objectifs de la loi et qui est atteint. Mais évidemment, il y a l'inconvénient derrière des contraintes et de la lourdeur administrative et financière, surtout de ces contraintes particulières. En tout cas, Lynn Beauchesne, on arrive à la fin de l'émission, mais vraiment un grand merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa et que vous venez de publier un livre intitulé « La légalisation du
du cannabis au Canada entre commercialisation et prohibition 2.0, un livre publié aux éditions Novalis. Alors, il n'est pas disponible dans les librairies en Belgique, mais on peut le commander sur le site de votre éditeur. Donc, c'est Novalis, enfin www.novalis.ca. Et c'est vraiment très intéressant parce que vous déconstruisez vraiment tous ces discours et ce contexte dans lequel la légalisation s'est faite. Et donc, c'est intéressant de creuser effectivement tous ces aspects-là. Lynn Beauchesne, un grand merci. Ça fait grand plaisir. Et à très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée sur La Première. Belle soirée, vous aussi. Au revoir.